sommaire de cette édition, à quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la justice a confirmé la radiation des listes électorales de Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante. L'Organisation internationale de la francophonie a suspendu ce mardi le Mali de ses instances après le coup d'État militaire du 18 août dernier à Bamako. Et puis présidentielle aux États-Unis, la première dame Melania Trump a réclamé lors d'un discours depuis la roseraie de la Maison-Blanche 4 ans de plus pour son époux Donald Trump. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a modifié ce mardi le code électoral afin que les élections présidentielles et législatives de novembre soient validées, et ce, même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur l'ensemble du territoire. L'Assemblée nationale du Burkina Faso, pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes, a modifié ce mardi le code électoral. Cela va nous permettre d'avoir des élections apaisées à travers des instruments juridiques qui protègent le scrutin et les résultats qui vont en sortir, a commenté le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, se félicitant du vote qui a recueilli l'assentiment de 107 députés sur 121. Le nouveau code précise qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles entraînant l'impossibilité d'organiser les élections sur une partie du territoire national, l'élection est validée sur la base de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. Mais dans les zones les plus instables du pays, certains dénoncent une loi d'exclusion. On nous demande de dire à d'autres Burkinabés que non seulement nous n'avons pas réussi à assurer leur sécurité, mais aussi que pour les prochaines élections, ce n'est pas la peine qu'ils votent, a critiqué Aziz Diallo, député maire de Dori, dans le nord-est du Burkina Faso, une région touchée par les violences. Même dans la mouvance présidentielle, la question a été discutée. Selon le député Alessandre Sankara, qui a toutefois voté pour la loi afin d'éviter un vide institutionnel, le vote est un droit que le gouvernement a l'obligation d'assurer. Le code électoral adopté au forceps va retirer ce droit à des citoyens. Pour lui, c'est une potentielle crise post-électorale qui se prépare. Le Burkina Faso organise des élections législatives et présidentielles le 22 novembre prochain. Le président Kaboré, candidat à sa propre succession, se profile comme le favori du scrutin qu'il opposera notamment à son ancien camarade de parti, l'ex-premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo, ou Zéphiré Diabré, le chef de file de l'opposition. En Côte d'Ivoire, la justice a confirmé la radiation des listes électorales de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la commission électorale indépendante CEI. L'information a été donnée par son avocat. L'avocat de Laurent Gbagbo, maître Claude Maintenon, a affirmé que le président du tribunal a entériné la décision de radiation de l'ancien président ivoirien de la liste électorale. C'est un nom définitif, il n'y a plus de recours au plan national, poursuit-il. Cette radiation définitive intervient à quelques mois de la présidentielle. L'ancien président, mais aussi l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Kigbafori Soro, l'ex-chef des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé et l'opposant Akossi Benjo, ancien maire du quartier du Plateau à Abidjan, contestaient leur absence des listes électorales affichées dans les bureaux de vote début août. Des proches de Soro, qui se dit candidat à la présidentielle du 31 octobre, bien qu'il vive en exil en France, ont contesté la décision devant un tribunal de Korogo. Ils attendent toujours une réponse. Lors de la présentation de la révision de la liste électorale début août, le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, avait expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Et c'est le cas des 4 hommes qui vivent à l'étranger. Ils ont tous été condamnés par la justice ivoirienne. Notons que les violences qui ont suivi l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat ont fait au moins 8 morts en août. Allons cette fois-ci au Mali où l'Organisation internationale de la francophonie a suspendu ce mardi le pays de ses instances. Cette suspension intervient après le coup d'État militaire du 18 août dernier à Bamako.
Réuni en session extraordinaire en visioconférence, le Conseil permanent de la francophonie a décidé de prononcer la suspension de la République du Mali de la francophonie. Mais elle maintient les actions de coopération qui bénéficient directement aux populations civiles, ainsi que celles concourantes au rétablissement de la démocratie. L'organisation a aussi appelé à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août dernier et retenu depuis, ainsi qu'à la mise en place, dans les meilleurs délais, d'un gouvernement de transition conduit par une autorité civile. Le communiqué de l'organisation exprime également l'intention d'envoyer dans les prochains jours une délégation de haut niveau à Bamako afin d'évaluer la situation. Il faut dire que cette suspension du Mali de la francophonie intervient alors que la junte poursuivait ses prises de contact avec les représentants des partenaires de ce pays en première ligne du combat contre le djihadisme. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, doit d'ailleurs recevoir ce mercredi des représentants du mouvement dit du 5 juin qui avait mené pendant des semaines une large contestation civile déstabilisant le président Keïta. Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir pour sa participation au coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989 a été ajourné au 1er septembre prochain. L'annonce a été faite ce mardi par le président du tribunal. Ce procès avait été suspendu le 10 août en raison d'une requête de la défense et la première audience n'avait duré qu'une heure car la salle n'avait pu accueillir les 191 avocats de la défense. Le procès a été reporté au mardi 1er septembre pour discuter des demandes présentées par les avocats de la défense, a déclaré le président du tribunal. Les avocats ont demandé mardi le report du procès, arguant que la salle d'audience ne convenait pas pour assurer la distanciation sociale nécessaire face à la pandémie du nouveau coronavirus. Les 28 accusés doivent répondre du coup d'État qui a porté Omar Hassan el-Béchir au pouvoir en 1989, un procès inédit dans le monde arabe. Omar el-Béchir et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé il y a 31 ans le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi. La Cour d'appel avait rejeté la requête des avocats de la défense de libérer sous caution 3 accusés. Le procès avait été suspendu en attendant cette décision. Les accusés concernés étaient 3 dirigeants du Parti du Congrès populaire de l'islamiste Hassan al-Taroubi, mort en 2016. Ce parti a été fondé en 1999 à la suite de divergences entre Taroubi et Béchir. Omar el-Béchir a été destitué en 2019 après des mois de révolte populaire. Ce procès intervient alors que les autorités de transition civilo-militaires ont entamé une série de réformes et ont relancé les pourparlers de paix avec les groupes rebelles du pays. Le Rwanda a émis un mandat d'arrêt international contre Ntihiragabo, chef des renseignements militaires pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. L'émission de ce mandat d'arrêt intervient alors qu'une enquête a été ouverte en France fin juillet à la suite d'un article du média en ligne Mediapart affirmant avoir retrouvé cet homme âgé de 72 ans près d'Orléans. Aloïs Ntihiragabo a fait l'objet par le passé de mandat d'arrêt de la part du tribunal pénal international pour le Rwanda, levé depuis plusieurs années selon une source judiciaire française. Il est évoqué comme faisant partie d'un groupe de 11 responsables qui, dès la fin de 1990 jusqu'à juillet 1994, se sont entendus entre eux et avec d'autres pour élaborer un plan dans l'intention d'exterminer la population civile Tutsi et d'éliminer des membres de l'opposition et se maintenir ainsi au pouvoir. Le génocide commis en 1994 au Rwanda à l'instigation du régime extrémiste Hutu, alors au pouvoir, a fait environ 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés, selon l'ONU. Hors du continent africain présidentiel aux États-Unis, la première dame Melania Trump a réclamé 4 ans de plus pour son époux Donald Trump. Elle a fait cette réclamation lors d'un discours depuis la roseraie de la Maison-Blanche. À 10 semaines de l'élection présidentielle, le discours de la 3e femme de Donald Trump était d'autant plus attendu qu'elle est très en retrait depuis le début de la campagne. Au 2e jour d'une convention républicaine, elle a, tout en faisant l'éloge de son époux Donald Trump, réclamé que ce dernier fasse
4 ans de plus au pouvoir. Très discrète depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Melania Trump a également marqué sa différence en insistant sur les ravages causés par le coronavirus dans le pays. Largement devancé dans les sondages nationaux, donné battu d'une plus courte avance dans de nombreux États clés, Donald Trump a été officiellement investi ce lundi par son parti à Charlotte, en Caroline du Nord, et a promis une nouvelle victoire. Le milliardaire acceptera officiellement jeudi et pour la deuxième fois la nomination de son parti lors d'un discours dans les jardins de la Maison-Blanche. Du sport pour finir cette édition, les habitants de Buenos Aires ont réagi à l'annonce de Lionel Messi au Barça qu'il souhaite mettre fin à son contrat avec le club espagnol. Certains disent que l'équipe espagnole ne laissera pas partir son joueur star, alors que d'autres espèrent qu'il pourra partir et continuer à concourir. Il est une marque de Barcelone. Messi est dans les trains, dans l'aéroport. Il a, je ne sais pas, il est dans plein de magasins de sport, partout. Je pense que Messi ne va pas quitter Barcelone. Ils ne vont pas le laisser partir. Tout le monde peut partir, sauf Messi. J'aime l'idée qu'il s'en aille parce que je vois que Barcelone n'a plus les moyens de rivaliser, d'autant plus dans la Ligue des Champions. Au niveau européen, Barcelone n'a pas de quoi rivaliser. J'aime l'idée qu'il parte parce que je veux que Messi continue à faire de la compétition jusqu'à sa retraite. Messi est dans le cœur de beaucoup. Il est un point d'interrogation pour d'autres, mais il ne passe jamais inaperçu, évidemment. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.